Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Levée des restrictions sur les réseaux sociaux au Tchad sur décision du président de la République. WhatsApp, Twitter et bien d'autres ont été bloqués depuis plus d'un an. Cela fait plusieurs mois que des associations exhortent le gouvernement à mettre fin à ce qu'elles qualifient de censure. Lenteur de l'administration, renouvellement de papiers d'identité, demande d'un simple extrait de naissance, des procédures toujours plus lourdes et plus longues. Les usagers dénoncent l'inefficacité de la bureaucratie. Gros plan sur la situation au Cameroun ou les mesures annoncées par les autorités. Situation humanitaire préoccupante au Mozambique. 4 mois après les cyclones, le pays peine à se reconstruire. L'ONU lance un appel à l'aide à la communauté internationale. Mais tout d'abord, François Bozizé peut être prochainement de retour en Centrafrique, si on en croit Christian Guénébem, secrétaire général par intérim du KNK, le Kwanakwa, qui annonce ce retour de l'ancien président dans les semaines à venir, soit à 18 mois de l'élection présidentielle de décembre 2020. Un retour qui s'annonce néanmoins difficile puisque François Bozizé est dépossédé de son passeport centrafricain et est sous sanction de l'ONU. François Bozizé en exil en Ouganda depuis son renversement en 2013. Au Tchad, le chef de l'État Idriss Déby Itno a annoncé ce samedi la levée des restrictions sur les réseaux sociaux. Voilà plus d'un an qu'ils étaient coupés pour raison de sécurité, affirment les autorités qui avaient procédé à leur interruption fin mars 2018 au moment de la naissance d'un mouvement de contestation contre le changement de constitution visant à renforcer les pouvoirs du président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 1990. Et on va entendre Julie Ono, directrice exécutive d'Internet sans frontières. Nous accueillons très positivement cette décision du président tchadien, puisque à Internet sans frontières, cela faisait déjà 16 mois, plus de 16 mois que nous étions mobilisés pour le retour de cette connexion aux réseaux sociaux et aux applications de messagerie, puisqu'il faut rappeler que c'était les deux qui étaient bloqués, l'accès aux deux qui était bloqué. Alors nous sommes heureux, mais néanmoins nous restons quand même très vigilants. D'abord parce que ce qui vient de se passer là, ce n'était pas la première fois que les autorités tchadiennes décidaient de couper l'accès aux réseaux sociaux. En 2016 déjà, ça avait été le cas pour une période relativement longue déjà, puisque pendant 7 mois, les réseaux sociaux avaient été coupés. Donc nous sommes vigilants parce que nous espérons que ça ne se reproduira plus. Et la deuxième chose, c'est que ça ne règle absolument pas les problèmes de connectivité dans le pays, puisque Internet est revenu, mais il est revenu dans le même état qu'il était il y a un an, c'est-à-dire toujours aussi cher et avec une qualité toujours aussi médiocre. Donc pour nous, le combat continue. Nous sommes heureux de cette victoire, il faut le dire. Chèrement acquise par la société civile tchadienne notamment, mais aussi internationale. Mais nous restons mobilisés parce que nous savons que sur ces questions de censure, il faut garder une extrême vigilance. Vraiment, il faut passer cette idée au sein des dirigeants africains. Ne coupez pas Internet, ça vous coûte beaucoup plus d'argent et ça vous cause encore plus de problèmes politiques. Ça ne règle absolument pas ce pourquoi vous voulez mettre la coupure et la censure au départ. Lente, floue, archaïque, voilà quelques-uns des adjectifs souvent attribués à bon nombre d'administrations publiques du continent. Demander un simple extrait de naissance peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour les usagers. Il est plus que temps d'en finir avec cette lourdeur bureaucratique. Illustration au Cameroun où pour faire face à la problématique, eh bien, un service de numérisation vient d'être lancé. Reportage Viviane Bauken. Un système d'état civil moderne et efficace, c'est l'ambition que s'est donné le BUNEC, le Bureau national de l'état civil au Cameroun. Présent à Yaoundé dans le cadre du salon vitrine du Cameroun, SAGO, le BUNEC s'attelle à sensibiliser les usagers sur l'importance et les procédures de l'enregistrement des faits d'état civil. Car selon les statistiques, près de 60% de la population ne dispose pas d'acte de naissance. Par rapport à la formation des acteurs, l'une des missions du BUNEC pour pallier à ce problème est la formation des acteurs de l'état civil. Aujourd'hui, le BUNEC forme les officiers
d'état civil, les secrétaires d'état civil, les différents acteurs que sont par exemple les formations sanitaires, les instances judiciaires, tout cela, vu l'interopérabilité qu'il y a dans ce secteur, le BUNEC est donc chargé de former tous ces acteurs-là. Autre défi du Bureau national de l'état civil, la mise en œuvre du schéma directeur d'informatisation du système national de l'état civil. Cette numérisation permettra de lutter contre la fraude documentaire dans le service de l'état civil. Parce qu'avec l'informatisation, on n'aura plus besoin de parcourir des dizaines et des centaines de kilomètres pour aller authentifier, pour aller certifier l'existence d'un acte d'état civil ou pas. Avec l'informatisation du système d'état civil, cela permettra de réduire à sa plus simple expression l'effet de la fraude documentaire. Parce que vous voyez, vous aujourd'hui, le Cameroun fait face à ce serpent de mer qu'est la fraude documentaire dans le service de l'état civil. Pour la mise en œuvre directe de ces actions sur le terrain, le Bureau national de l'état civil a mis en place des programmes dans les régions à faible taux d'enregistrement des faits de naissance. Il s'agit notamment de la région de l'Est, de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord. Le difficile accès aux soins de santé, l'un des maux du continent africain. Des millions de personnes décèdent chaque année faute de soins médicaux, en raison notamment de dépenses publiques 10 fois inférieures à la moyenne mondiale. Une problématique au cœur du sommet international qui s'est tenu à Brazzaville et au terme duquel le Parlement panafricain, qui a plaidé pour la mise en place d'un forum interparlementaire sur la santé, recommande aux États d'augmenter à hauteur de 15% de leur PIB les budgets alloués à la santé. Reportage d'Eva Panso. Après 2 jours d'intenses travaux, les participants du sommet panafricain de haut niveau sur le financement du sida et de la santé ont décidé de promouvoir la déclaration d'Abuja ainsi que les investissements durables dans le secteur de la santé. Les parlementaires, qui ont un rôle important à jouer, devraient orienter leurs propositions de loi dans le sens de l'application de cette déclaration qui demande aux pays africains de consacrer au moins 15% de leur PIB à la santé. Il est apparu au cours de nos réflexions que nous devons relever certains défis qui ne sont pas les moindres. Il s'agit singulièrement de la bonne gouvernance pour une utilisation judicieuse des ressources allouées au secteur de la santé. Les parlementaires d'Afrique, de même que les représentants de plusieurs organisations œuvrant dans le secteur de la santé, ont plaidé au cours de ces assises pour la création d'un forum interparlementaire sur la santé. Celui-ci assurerait, s'il est créé, un accompagnement et un soutien à la domestication et à la mise en œuvre des traités, des résolutions et des décisions internationaux, régionaux et nationaux. L'Afrique doit se développer. L'Afrique va se développer. Mais l'Afrique ne saurait se développer dans un contexte où tous les Africains sont malades. Nous devons donc soigner la maladie pour que nous puissions nous lancer dans le développement de notre continent. L'Afrique compte encore environ 7,5 millions de personnes séropositives. Le sommet de haut niveau de Brazzaville veut placer la santé au cœur des politiques publiques dans les États. Mais les participants le savent, l'accroissement des dépenses de santé dépend de la volonté politique des États. Le Parlement panafricain entend donc effectuer le suivi des recommandations prises au cours du sommet de Brazzaville les 11 et 12 juillet 2019 dans la commune de Kintélé. Pour rappel, seuls 6 États africains ont appliqué la déclaration d'Abuja. L'ONU demande la mobilisation de la communauté internationale en faveur de la reconstruction du Mozambique, frappé en mars et avril 2019 par les cyclones Idai et Kenneth qui ont fait 700 morts et des centaines de sans-abri sur place ce vendredi dans le camp de Mandrouzi où des familles ont été relogées dans des tentes. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à accroître son aide humanitaire. Je vous propose de l'écouter. Les Nations Unies sont ici pour travailler de manière concertée avec le gouvernement, les autorités et les Mozambicains. Et nous ne baisserons pas les bras. Nous allons continuer à travailler. Mais nous avons besoin de beaucoup plus de soutien de la communauté internationale. Tous les engagements pris à la conférence des donateurs ne sont pas suffisants. Il est essentiel de faire preuve de plus de solidarité avec le Mozambique pour une reconstruction effective. Il est également important d'honorer toutes les promesses de dons.
Les sites de métallurgie du Burkina Faso déclarés patrimoine mondial de l'UNESCO, 5 au total, décision actée lors de la 43e session du comité du patrimoine mondial en Azerbaïdjan. Il s'agit de sites de métallurgie ancienne, de réduction du fer, des sites qui datent du 8e siècle avant Jésus-Christ. Ils abritent entre autres une quinzaine de fourneaux anciens et révéleraient même quelques traces d'habitation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.